Alors, première question, est-ce qu'il y avait des gens au mois de novembre à Brest? C'est précis comme question. À part Marc-Antoine qui était en face de moi dans le train. Ok, donc ça veut dire que en théorie, vous n'avez pas assisté à cette présentation. Il y a quelques personnes qui ont eu quelques bribes sur un canal privé de No Limit Sécu. Euh, Ce que je me propose de faire maintenant, c'est un retour de statistiques sur les tests d'hygiène, hein, les audits d'hygiène que nous faisons depuis plusieurs années maintenant au sein de Cyberzen auprès de TPE et PME. Donc, comme tout retour d'expérience et retour statistique, c'est forcément barbant. Donc, j'ai essayé d'y ajouter quelques touches d'humour, à commencer par la police de caractère de cette présentation. Bonjour, votre pentest est idiot. Alors, bien sûr, ce talk n'aurait pas été possible sans l'OCIR, sans cybermalveillance qui nous fournit quand même en lead pour assister des gens. Sans l'ANSSI, et pour une fois que je dis du bien, il faut en profiter, qui a fait le guide d'hygiène version 2017, qui a quand même amené beaucoup de bonnes bases et de bonnes choses. No Limit Sécu et tous les experts avec qui j'ai le plaisir de discuter au quotidien, et sans un certain avocat qui vous fait des présentations en bande dessinée. Et bien sûr, sans nos chers clients, parce que les statistiques proviennent de la base des audits. Alors, l'histoire commence par une clinique privée qui appelle Cyberzen un jour, qui tombe sur moi et qui me dit bonjour, je voudrais faire un audit de sécurité. Je lui dis bah, écoutez, Madame la Marquise, aucun problème. Ce que je vous propose, c'est de faire un audit d'hygiène pour savoir où. Et là, il m'arrête, il me dit ah non, non, moi, un audit d'hygiène, ça m'intéresse absolument pas. L'ANSSI me propose de payer la moitié de ma prestation d'un pen test. Donc, ce que je veux, c'est un pen test. Alors, quand je dis la moitié, hein, c'est 14 000 euros, donc 7 000, 7 000. Ça ne va pas me coûter grand-chose parce que je vais trouver des aides de la région après. Donc moi, c'est un pen test sinon rien. Et ma question surprise ce matin n'était pas anodine, puisqu'on a la DGA qui propose des accompagnements d'entreprise, mais uniquement si vous êtes PASI ou si vous êtes expert cyber. Mais si vous êtes expert cyber, vous ne pouvez pas faire l'évaluation, vous êtes juste là pour accompagner. Donc ça limite un peu les choses. Et comme moi, mon audit n'était pas remboursé, 2 500 euros prix public hors taxe, bah, ils ne voulaient pas en dépenser 7 000. Alors, je vous rappelle hein, le principe d'un pentest. Alors, vous pourrez râler autant que vous voulez quand on sera hors caméra. Le principe d'un pentest, c'est globalement de s'occuper de la partie technique. Ouais, et une partie de la partie technique, hein, pas tout le reste. Alors moi, j'ai fait mes armes avec Cécile, qui est assise discrètement dans la salle, que je ne vais pas trop balancer pendant la présentation, mais on s'est beaucoup amusé pendant quelques années ensemble sur tout ce qui est la notion de maturité de sécurité dans l'entreprise. Et tous les travaux là, que je vais vous présenter, bah, c'est issu de toute mon expérience avec elle. Et donc, il y a au moins la moitié de ce travail qui lui revient en termes de retour. Donc, l'idée, c'est de fournir une évaluation rapide, pas forcément très chère, et globale, en scope, hein, pas forcément en point de vérification, à l'entreprise. Donc, on fait gouvernance, organisation fonctionnelle et technique. Et en vue de cette conférence, alors pas celle-ci, hein, vous aurez bien compris, celle que j'ai faite à Brest, mais vous n'étiez pas, donc on va dire celle-ci, j'ai fait un sondage il y a un an, ce qui était quand même vachement en avance sur son temps. La première, c'était quel est le prix moyen d'un pen test. Alors j'étais content de savoir que le prix moyen d'un pen test, c'était 9 000 euros. Sachez qu'aux États-Unis, vous rajoutez un zéro, donc vous vous êtes trompé de pays. Sachez-le. Et qu'il y en a quand même qui arrivent à faire des pentests à 5 000 euros ou moins. Donc ça, j'ai une petite idée sur la source. Et puis, ça vaut sinon en général plus de 15 000 euros. Donc c'est quand même un geste technique, une revue qui prend du temps, qui coûte cher, qui aujourd'hui, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on fait des pentests maintenant, tu as dit les années 90 tout à l'heure? Fin 90, oui, donc 20-25 ans qu'on fait des pentests. Et que globalement, la sécurité des entreprises et des services qu'on pentest est à peu près la même. Hein. Le nombre de pentesters qui est dans la salle vous diront le nombre de fois où on est retourné chez un client et qu'on a retrouvé exactement la même chose que ce qu'on avait vu l'année d'avant. Voilà. Donc aujourd'hui, le pentest, c'est un tampon, c'est un peu comme une analyse de risque, hein, c'est un tampon sur un bout de papier qu'on met sous la table pour filer la direction.
Et c'est bien dommage parce que ça met en exergue des vulnérabilités qui sont présentes sur un certain nombre de sites web ou d'infrastructures présents. Et l'autre chose, pour tous les gens qui forment des petites têtes et des futurs collègues, c'est que le métier de pentester, ça fait rêver. Alors, c'est sûr que ça envoie plus du bois que réaliser des IBE-CRM, mais c'est soit ça, soit je veux devenir RSSI. Alors, moi, j'ai fait un peu RSSI dans ma vie. Ça demande deux, trois qualités. Entre autres, beaucoup de connaissances, pouvoir supporter la pression et quand on ouvre sa gueule, de savoir ce qu'on raconte. Ou alors de faire semblant. C'est l'un des deux. Et si vous savez bien faire semblant, vous pouvez faire avocat également. Et du coup, ah bah, ça tire à balles réelles, hein. Du coup, la plupart sortent de l'école, ils finissent consultants. Et consultant dans un cabinet de conseil, ce qui veut dire que, comme certains qu'on a cités ce matin, mais pas nommément, ils vont aller dans une grande banque, relire tous les mails en roumain qui sortent de la banque pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de données. Bon, ils ne parlent pas roumain, donc ils utilisent DeepL comme tout le monde. Et ça, c'est le travail d'un consultant qui sort de Master 2 en cybersécurité. J'invente pas, j'ai des collègues qui l'ont fait, je peux vous les faire rencontrer autour d'une bière. Et donc, on a un problème de vision sur quels sont les métiers. Alors, je vous invite à lire le guide de l'ANSSI avec les 19 métiers classés, parce qu'il y a quand même plein de choses à faire et de la place pour tout le monde. Mais que pentester, ce n'est pas la valeur absolue et que ça requiert des connaissances, des compétences, une appétence aussi, que ce soit en développement ou en recherche, qui n'est pas naturelle à tout le monde. Donc, c'est un métier, mais ce n'est pas le métier. En plus, ça ne paye pas si bien que ça. Allez chez Christophe, il recrute. Donc, nous, notre étude, elle s'appuie sur 42 clients, ça tombe bien, hein, puisque c'est la constellation qu'il y a sur le guide d'hygiène de l'ANSSI. Le CA moyen des entreprises était entre 200 000 euros, donc on va dire des petites startups, et 100 millions d'euros. Mais oui, on accompagne quand même des gens qui ont un CA relativement important. Et les entreprises entre 5 employés à peu près et 400 employés. Alors quand c'est 400 employés, pas de langue de bois, c'est pas 400 personnes avec un laptop, hein, c'est en général des entreprises industrielles. Donc on va toujours avoir une cinquantaine de personnes dans les services de gestion, etc., qui vont avoir des laptops, un petit peu, on va dire, d'IoT ou de système industriel, je ne sais plus comment on doit dire maintenant. Et puis, le reste, ça va être des cols bleus autour des machines ou des choses comme ça. Donc, allez, entre 50 et 100 postes en moyenne, ça peut aller un peu plus, un peu moins, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus la gendarmerie nationale, quoi, hein. Ça, c'est notre base client, et c'est là-dessus que je vous fais des remontées, juste qu'on soit d'accord sur les choses. Bien sûr, les anecdotes sont 100% vraies parce que moi, j'ai pas beaucoup de capacité à inventer. Dans tous les cas, on peut accéder à un système de traitement automatisé de données, hein, donc un système d'information, comme vous l'aurez compris, ou à une élévation de privilèges. Ces propos n'engagent que moi et pas ma société. Et aucun chat n'a été maltraité à part celui qui est passé. Mais il ne m'a pas mordu. Pour faire les choses de manière scientifique, comme dirait mon épouse, je vais commencer par essayer de vous donner une définition. Donc, j'ai été chercher dans 4 dictionnaires pour savoir ce que c'était que l'hygiène. Et globalement, ce sont des pratiques quotidiennes qui vous permettent de préserver ou améliorer votre santé. En gros, si vous n'avez pas une hygiène dentaire, eh ben, vous allez souffrir, alors que si vous brossez les dents au moins 3 minutes par jour avec Signal ou Colgate, ça ira bien. Alors sachez que maintenant, ils ont sorti des brosses à dents qui, en 10 secondes, font toute la bouche. Bon, ça vaut 300 balles la brosse à dents, mais c'est que 10 secondes. Vous faites comme vous voulez. Ah oui, mais je passe mon temps sur des startup projets sur Internet, c'est passionnant. Euh, Alors, la méthode de 0 à 5 ou non applicable. 0, il n'y a rien. 1, il y a une preuve de concept. Je pense que tu reconnais cette échelle. 2, techniquement, c'est en place. 3, c'est documenté, généralisé. C'est-à-dire que, 1, on a la documentation. Et 2, c'est techniquement partout mis en place dans tous les maillons de l'entreprise ou de la filiale. 4, c'est supervisé et on a des indicateurs pour la gouvernance pour pouvoir faire remonter l'efficacité du processus.
Et 5, c'est ISO 27001, on est parfait, ça tourne depuis des années, on améliore le process, on voit où ça déconne. Et quand les auditeurs reviennent, ils ont juste une bière à prendre parce que tout est parfait. Et non applicable, c'est lorsque il y a une délégation. On parlait de sous-traitance avec quelques-uns pendant la pause. Il y a une délégation, donc je le mets non applicable. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas rentrer dans la maturité, mais ça veut dire que ça doit être traité contractuellement. Donc, petit résumé des 10 thèmes de l'ANSSI: sensibiliser, former et juridique, hein, ils ont oublié de le mettre, connaître le système d'information, authentifier et contrôler les accès, sécuriser les postes, sécuriser le réseau, sécuriser l'administration, gérer le nomadisme, maintenir à jour le système d'information, superviser, auditer et agir. Et pour aller plus loin, alors, je vous le donne, hein, la dernière mesure pour aller plus loin, c'est est-ce que vous avez installé le logiciel que l'ANSSI vous a recommandé d'installer? En général, c'est non applicable parce que ça, vous ne le faites que si vous êtes au IV. Comme ça, vous aurez un qui passe qui a 60 versions de retard. Mais vous respecterez ce que dit l'agence. Le problème avec la méthode que je vous propose, c'est qu'elle rend incohérent certaines notations de critères entre standard et renforcé. Alors, standard, toutes les entreprises de France, de Navarre et du monde devraient avoir ça, parce que c'est la base. Et renforcé, c'est quand vous avez fait le standard, vous devriez faire le renforcé. Donc, si vous êtes OIV, si vous êtes Secnum Cloud, etc., vous avez obligation d'avoir fait le standard et le renforcé. Et les incohérences que ça donne, c'est que parfois l'agence a dit en standard, il faut que ce soit techniquement fait, et en renforcé, il faut que ce soit documenté. Là où on retrouve des choses normales, c'est que quand dans les entreprises, vous avez des informaticiens, en général, ce qu'on a appelé le réseau dans le guide est plutôt bien fait. Alors, c'est de l'infrastructure, hein. Est-ce que vous avez des VLAN? Est-ce qu'il y a une segmentation, etc. Euh, et est-ce que vous avez sécurisé à peu près correctement l'administration? Donc, c'est là où on retrouve les points les plus forts. Mais comme je vous le disais, sécuriser l'administration en standard, vous voyez, là, on a 0,89 en moyenne sur mon étude et 2,28 en renforcé. C'est là où on pourrait lever une petite incohérence. Et je suis au service de l'agence pour mettre à jour le guide sur une version 2023. Donc, on est à 1,62 en standard, 1,53 en renforcé. Et il s'avère que moi, j'estime, alors c'est moi, qu'en dessous de 3, on n'a pas le niveau minimum de sécurité requis et attendu dans les entreprises. Donc, je vous donne déjà la conclusion avant d'y aller. Voilà l'état de la France. Alors, vous pouvez critiquer mon étude, etc., dire que c'est basé sur des faits. Et j'ai pris quelques questions pour pouvoir vous faire des reports. Je ne vais pas rentrer à chaque fois, je ne vais pas vous dire la moyenne c'est 0,58, l'écart type c'est 1,07 là-dessus. Hein. Je n'ai pas mis la variance, vous m'excuserez. Mais ça vous donne déjà des résultats. Et ce qui est important, alors Reina Stambolskia m'a dit Jean-Philippe, tu déconnes, les camemberts, c'est nul, c'est pas bien représenté, etc. Donc achetez le bouquin de Reina sur les représentations graphiques. Moi, j'attends le mien dédicacé. Et du coup, peut-être que si j'ai le temps, je referai des trucs en dehors de camembert avec des trucs qui parlent mieux. Et comme je suis un profane du camembert, c'est pas très grave. Du coup, les équipes informatiques opérationnelles sont-elles formées? Je vous rappelle, hein, entre 0 et 1, 0, il n'y a rien, 1, c'est en test. Voilà, donc les équipes informatiques ne sont pas formées à la cybersécurité, à la sécurité informatique, ce qui veut dire que on est bien parti, tout commence bien, vous confiez vos systèmes d'information à des pizzaiolos, et ça va bien se passer. Alors moi, dans le langage, mes équipes le savent, elles rigeonnent à chaque fois, c'est ce que j'appelle des bureauticiens. Bureauticien, c'est quelqu'un qui s'occupe de la bureautique. Alors, tout le monde me dit, mais ça n'existe pas ce terme-là. Bah, je suis désolé, quand j'étais jeune, on disait un bac pro MRBT. Maintenant, ce réseau bureautique. Et donc, ce sont des bureauticiens. Et ils font quoi, ces gens-là? Bah, ils s'occupent de vos Windows, vos imprimantes, etc. Bon, bah, sachez que dans toutes les entreprises où on va, nous, on trouve des gens qui sont infogérants, DSI délégués, machin. Bon, en fait, c'est des bureauticiens. Et que la première chose qu'ils font dans un SI de 5 PC, c'est mettre un Active Directory pour pouvoir gérer en centrale les politiques. Et l'Active Directory, il est posé comme ça, et donc à 70% de non-conformité avec le référentiel de l'ANSSI par défaut. Donc, ce qui est bien, parce que derrière, on peut tout de suite vendre un audit de l'Active Directory selon le référentiel de l'ANSSI. Donc, business is business.
mais ça nous pose quelques problèmes. Du coup, je vais vous donner un exemple à chaque fois parce que vous ne pourriez pas me croire. Alors là, c'est un exemple multiple. Un directeur technique dans une PME, une TPE, qui gère absolument tout, qui a pas mal de clients, c'est du B2C. Quand j'ai fait l'audit, serveur MariaDB, alors c'est MySQL pour les vieux, en 3306 en écoute sur Internet, 0000, pas de pare-feu parce qu'on ne comprend pas bien le réseau, c'est compliqué. Non, mais tu les auras mes slides, Olivier, t'inquiète pas. Compte-route utilisé pour administrer la base. Mot de passe du compte-route 8 caractères, pas de blocage sur les tentatives de connexion, pas d'anti-rejeu, serveur de prod non supervisé. C'est passé ce qui devait se passer. Alors là, on a eu de la chance parce que le pirate, au moment où il allait chiffrer la base, il s'est scié, l'accès et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il faisait le truc. On a pu changer le mot de passe, par exemple, et arrêter que le serveur écoute. Mais ça, c'est la réalité des gens non formés aujourd'hui en entreprise. Pourquoi je fais de la pub pour HS2 ? Parce que donc ça, c'est le QR code. Je fais de la pub pour HS2 parce que Hervé, il a une super formation pour les administrateurs. Donc, si vous avez des administrateurs chez vous ou qui sont nuls en sécu, amenez-les sur Essentiel Cyber. Je crois que c'est ce que vous retrouverez dans le code. Ensuite, la sensibilisation aux utilisateurs. Là, c'est pareil, c'est pas foufou. En général, il y a des mails qui sont envoyés par le service informatique pour dire attention, cliquez pas n'importe où ou qui vont engueuler les gens, mais il n'y a jamais du temps pris une fois dans l'année pour parler, pour expliquer les choses. Ce qui fait que des utilisateurs qui aujourd'hui utilisent au quotidien l'informatique, au quotidien, dans leur vie pro, dans leur vie perso, font n'importe quoi. Du coup, c'est pas leur faute. En plus, ils n'ont pas de charte utilisateur. Donc, c'est encore moins leur faute. Donc, j'ai eu un client qui nous a dit, chez nous, tout le monde passe la sensibilisation de l'ANSSI. Alors moi, je l'ai passé, la sensibilisation de l'ANSSI. Ça m'a pris 8 heures, temps réel. Et je peux vous dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pirater ces foutues vidéos. Au début, j'ai réussi, après, j'ai pas réussi. Parce que je réussissais pas à passer pour aller jusqu'au test. Il fallait regarder en temps réel le truc, etc. Alors, bon, il y a des choses bien, il y a des choses perfectibles. Mais si je donne ça à ma mère, c'est directement des cachetons qu'elle va prendre, quoi. C'est pas fait pour l'utilisateur. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas fait pour l'utilisateur final. L'utilisateur final, il faut un truc fun où il va apprendre les bases. Lui, de savoir que le chiffrement homomorphique, c'est peut-être pas la panacée en 2023. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu un utilisateur final, mais ça ressemble pas à ça. Et sur un... oui, vous demanderez à l'avocat, par exemple. Sur les 11 collaborateurs de cette entreprise qui avaient tous passé la certification, finalement, il n'y en avait qu'un, c'était celui qui touchait aux ordinateurs, quoi. Ça ne m'étonne pas. Un autre, c'est j'ai cliqué sur le lien que j'ai reçu dans le mail, mais c'était la vraie mire d'authentification d'Office 365, parce que vous savez, la copie de site web en 2023, c'est compliqué. Du coup, j'ai mis mon login mot de passe, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Avez-vous une charte de bon usage ? Alors, vous allez tous me dire, oui, bien sûr. Alors déjà, je sais que vous mentez, parce que dans la plupart, c'est pas vrai. Et avec Marc-Antoine, on s'est amusé à aller chercher des chartes de bon usage sur Internet, puisque nous, quand on propose d'en vendre, on nous dit, non, attends, on va la faire nous-mêmes. Pas de problème. Donc, j'ai été en télécharger. On s'est amusé à les commenter. Vous aurez bientôt la vidéo de cet exploit. Et en fait, si vous prenez ça, il n'y a rien qui tient juridiquement. Rien. Il manque la moitié des trucs, l'autre moitié qui est mise est fausse, c'est pas cohérent. Donc, soit on a des chartes qu'on a fait nous-mêmes et ça tient pas ça tient pas le truc. Soit on a fait appel à des juristes, mais qui connaissent autant l'informatique que, alors j'ai dire vous et moi, j'espère qu'on le connaît plus qu'eux, du coup. Soit on a fait appel à des professionnels, mais dans ce cas-là, la charte, elle fait 5, 10, 15 pages. Et c'est un peu plus compliqué. Le problème, c'est qu'en 2023, si vous voulez être couvert en entreprise, on est obligé d'en arriver à ces réalités-là. Donc, par exemple, dans la charte, il est inscrit que vous devez respecter la politique du système d'information. Est-ce que vous avez accès à la politique du système d'information ? Il y a quoi ? Bon, il en fallait une.
Bon, ben voilà. Et comme vous avez accepté la charte que dans la PSSI, il y a marqué que tous les documents confidentiels doivent être chiffrés, prouvez-moi que vous... Bah oui, là, c'est l'auditeur qui cause. Prouvez-moi que vous chiffrez les documents. Chiffrés, c'est-à-dire, on met des numéros devant. Voilà. Donc, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise que je ne vais pas citer parce que c'est enregistré, mais vous irez voir, j'étais directeur de la sécurité informatique et je bossais avec le service achat beaucoup. Et je leur ai dit, donc vous avez tous votre clé, votre certificat PKI, oui. Vous savez que les documents confidentiels doivent être chiffrés, oui. Et donc, vous le faites tous puisque tout ce que vous manipulez est confidentiel. Non, je dis, bah, c'est bon. Donc, du coup, enfin, il y en avait 8 qui le faisaient sur 40. Je dis, bah, voilà, bah, on va rester à 8 parce que les 32 autres, vous êtes virés pour faute grave. Ah bon? Bah ouais, vous avez signé une charte où vous vous engagez à suivre la politique de sécurité du système d'information. Vous venez de commettre une infraction à cette politique. Du coup, je vous vire. Ah, il y a des gens qui viennent se dire, mais j'ai signé une charte, moi aussi, il faudrait peut-être que j'aille la lire. Vos contrats d'infogérance incorporent-ils des clauses de SSI? Demandez-vous systématiquement la fourniture d'un plan d'assurance sécurité? Ah, ah ben, ça, c'est l'accès à Internet. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est arrêté? C'est Zoom qui s'est arrêté? C'est mon petit Zoom qui m'a déconnecté. Je peux le connecter à Zoom? C'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est quand je parle des prestataires, tout de suite, ça me déconnecte. Du coup, donc le plan d'assurance sécurité, moi, c'est un truc que j'ai découvert avec l'agence qui dit globalement, vous allez prouver que vous êtes en mesure de répondre aux exigences que vous avez dans vos contrats. Alors pour moi, déjà, un contrat, c'était nommément suffisant, puisque si je signe un contrat, c'est engageant. Bon, je dois avoir la preuve que je sais m'engager à ce que je dis. Donc, vous ne signez pas un contrat, vous signez 2 contrats. Donc, c'est une bonne chose, parce que ça permet de dire ce qu'on fait. Et donc, sur ces contrats d'infogérance, donc ici, quand on dit infogérance, il faut entendre tout ce qui aurait attrait à l'informatique, que ce soit du cloud, des API, votre bureauticien, votre prestataire d'audit, etc. Tous ces gens-là, tous les gens qui font de l'informatique pour vous, rentrent là-dedans. Et donc, toute l'informatique est déléguée chez un client Merci. Toute l'informatique est déléguée à un bureauticien. Le bureauticien nous dit non, non, mais nous, on est super fort en cybersécurité, c'est super important pour nous, etc. Je dis bon, bah, ok, est-ce que vous pouvez me donner les clauses qui sont dans le contrat, que je puisse au moins les regarder? Et ce à quoi il me répond ah, bah, on n'a pas de clause, mais on a une cyberassurance. Bah, ça vous fait pas rire, moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, et existe-t-il une mesure technique obligeant l'authentification des postes sur le réseau? Alors ça, vous voyez à quoi ça sert. Par exemple, c'est quand on rentre dans une entreprise, on branche un Raspberry Pi derrière le photocopieur avec une puce 4 ou 5G, et puis ça nous permet de faire le pentest sans avoir à s'embêter. Bah ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le 802.1x, c'est compliqué. Parce que derrière, il faut une PKI, il faut des switches qui arrivent à tenir le truc, donc ça n'existe pas. Mais à défaut d'avoir ça, même si vous allez tous me dire ça sert à rien, on peut déjà mettre la limitation par adresse physique, même si on a un aléa sur les adresses physiques. Alors, adresse physique, pour ceux qui ne voient pas, c'est les adresses MAC. Et pourquoi c'est un plus? Parce que, un, il faut que le pirate il sache qu'il y a ça avant de se faire détecter. Deux, des piratages internes en entreprise physiquement, en général, ils viennent plutôt d'ailleurs pour l'instant, les gens qui vous poussent des rançongiciels. Donc, ça a toujours un avantage. Euh, et donc, là, je suis chez un client et je lui dis, on est d'accord que je ne peux pas me connecter chez vous avec mon laptop. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr. Hein. Mais si je m'interface avec votre imprimante, ah bah vous n'avez pas le droit. Oui, parce que c'est connu que les pirates ne font que des choses dont ils ont le droit de faire. Hein. Et puis, alors, le petit bonus, c'est bien sûr le personnel de ménage, lui, est au-dessus de tout soupçon. Il a les clés, il vient le soir le week-end pour pas faire de bruit pendant que vous travaillez. Et donc, vous laissez accès à rien, pas vos ports USB, pas vos RJ45, pas vos routeurs, rien. Hein, on est d'accord. Dans toutes les sociétés. Hein.
les accès aux données sensibles sont-ils revus de manière régulière? Alors là, c'est simple, parce qu'on ne sait pas ce que c'est une donnée sensible. Alors du coup, je suis obligé d'expliquer. C'est quoi une donnée sensible? C'est toutes les données que si vous les perdez, l'entreprise, elle s'arrête. Ça va, c'est clair? Voilà, ça c'est une donnée sensible. Ce n'est pas une définition légale. Pour la définition légale, vous irez sur Technique et droit du numérique. Il y a un dictionnaire légal avec plus de 500 définitions qui chargera bientôt en moins de 500 millisecondes. Mais quand on veut expliquer facilement à un entrepreneur c'est quoi une donnée sensible, ben, toi, plus donner, toi, plus travailler. Tu vas comprendre? Voilà, ça c'est une donnée sensible. Donc, on a eu un client qui nous a appelé pour nous dire oui, j'ai viré un admin réseau parce qu'il était louche, on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. Et puis, bon, ça fait un mois qu'il n'est plus là, mais il a toujours les accès et a priori, on voit qu'il télécharge toujours. Vous pensez que c'est grave? La politique de mot de passe. Alors, déjà, je ne sais pas si tu connais Cybergende, etc., mais qu'ils arrêtent, si c'est possible, d'afficher ce tableau partout, là, et toutes les gendarmeries de France et de Navarre sur le brute force. Arrêtez. Les gens croient que si on a un mot de passe de 12 caractères, on est sauvé. Allez plutôt lire. Allez, bah, la doctrine dit des conneries. La doctrine, avant, elle disait il faut changer le mot de passe tous les 90 jours. C'était des conneries. Ça faisait 10 ans que je le disais. Au bout de 10 ans, ils ont entendu une de mes conférences. Ils ont changé. Bon, ben voilà. Arrêtez de dire il faut 8 caractères. Allez voir l'excellent article de Vlad sur le blog de Patrol qui explique comment on choisit un bon mot de passe. Sachant que je vous mets au défi. La nouvelle doctrine de la CNIL, c'est 80 bits d'entropie. D'accord? Donc, vous allez voir vos conjoints, vos conjointes, vos mamans, vos papas, etc. Et vous allez leur dire papa, maman, chérie, est-ce que tu peux choisir un mot de passe avec au moins 80 bits d'entropie? Alors, bon, déjà, si vous ne prenez pas une baffe, c'est qu'au moins vous n'êtes pas pris pour un cochon. Mais il y a personne dans le commun des mortels qui sait ce que c'est que l'entropie ou les bits d'entropie. Alors, vous irez voir mon excellent article sur le blog de cyberzen.com qui essaye de vous expliciter ça. Et le prochain article qu'on va faire avec Marc-Antoine là-dessus, sur la doctrine de la CNIL. Le problème de la politique de mot de passe, c'est que, certes, il faut une certaine robustesse, une résistance, etc. Il faut, pour les administrateurs, le changer peut-être un peu régulièrement, peut-être une fois par an, mais il faut surtout de l'authentification forte. Il faut que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur, et donc ça veut dire qu'il faut des coffres-forts de mots de passe. Alors, quand Microsoft et consorts nous disent ouais, 2023, c'est l'année sans mot de passe, non, c'est pas l'année sans mot de passe, c'est l'année avec des tokens. Vas-y, prends-moi pour un blaireau. Ce qu'on veut, c'est que ce soit invisible auprès de l'utilisateur, et c'est compréhensible, parce que plus c'est compliqué, moins l'utilisateur le fera. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et donc, j'ai eu un client qui m'a dit bah oui, on a une politique de mot de passe. Nous, on suit les recommandations. C'est 8 caractères avec majuscules, minuscules, etc. Et interdit d'utiliser les 10 derniers mots de passe. Et je dis du coup, vous utilisez la fonctionnalité de l'Active Directory pour ça? Bah oui, bien sûr. Donc, vous savez que l'Active Directory stocke en clair les 10 derniers mots de passe pour être sûr que vous ne les réutilisez pas. Ah. Et voilà encore un échec de la technologie sur ces choses-là. Alors, on parlait d'attaque physique. Bon, la gestion des clés USB, alors ça, c'est peine perdue. Je ne sais pas si tu en as beaucoup d'attaques liées à ça, mais la sécurité des clés USB, ouais, c'est une catastrophe. Déjà, honnêtement, plus personne ne les utilise pour le stockage. On s'en sert pour les souris, les machins, les trucs, mais pour le stockage. Donc, quand on dit aux gens, mais vous savez qu'il y a deux choses qui existent sur l'USB. Il y a l'ID de l'USB, qui est propre à chaque périphérique. Et ensuite, vous savez le type. Est-ce que c'est une souris? Est-ce que c'est du stockage, etc. Donc, vous pouvez catégoriser ça. Et comme vous avez un Active Directory, ça tombe bien, vous pouvez même déployer ça par politique et dire bah, tel type de truc, on n'a pas le droit, etc. Et gérer des exceptions. Ah bon. Donc là, toujours le personnel de ménage. Et bah, ça se passe bien. Nous, on a fait une red team récemment. Alors, la DGA, là, en majuscule, hein, c'est pas le truc de l'armée. C'est directeur général adjoint. Je précise, hein, pas direction générale de l'armement. Donc, on a eu l'occasion de faire une red team avec l'équipe et on nous avait dit oui, pas d'intrusion physique, sauf pour déposer des clés USB.
pas de problème. Donc, on dépose la clé USB, on rencontre quelqu'un, on dit, est-ce que vous pourrez la remettre à monsieur machin? Donc, ça passe par le service informatique, ça passe par la station de décontamination. Comme on est super fort, on n'est pas vu comme des virus. Merci Vlad pour les coups de main. Et donc, le DGA prend la clé. Et dans la clé, c'était les bonus et les augmentations de l'année d'après. Du coup, le DGA, il était vachement intéressé pour savoir qui allait voir quoi. Et grâce à ça, on a réussi à compromettre le poste du DGA. 2022. Gestion centralisée des politiques. Alors, bon, déjà, WSUS, c'était pas partout. Et on parle même pas de Windows, c'était quoi? SCSS, je crois. SC, CCM, c'était bon, voilà. Aujourd'hui, ça reste absent. Et donc, toujours pareil, dans une entreprise, alors c'est pas la même à chaque fois, hein, on tape pas toujours sur le même malade. Donc, vous passez sur les postes à chaque fois, etc. Bah oui, je passe sur tous les postes. Tu dis, le gars, il a que ça à faire. Et sur le NAS, oui, sur le NAS aussi. Et OK, l'imprimante, quand c'est que tu l'as mise à jour? Ah, parce qu'il faut mettre à jour les imprimantes. Je lui dis, bah, en fait, il va se passer deux choses. Soit, si c'est une HP, balançons sur HP. Soit c'est une HP, tu vas la mettre à jour et tu pourras plus imprimer parce que tes cartouches, elles sont pas authentiques et donc tu vas plus pouvoir imprimer. Soit tu mets pas à jour et dans ce cas-là, tu es vulnérable, mais tu pourras imprimer. Que choisis-tu de faire? Et comme tu n'as pas fait de ségrégation et de gestion des flux, etc., alors ça, elle est pour toi, spéciale dédicace. Les utilisateurs sont-ils administrateurs de leur poste? Ah non, c'est une autre. Je pense que je l'ai après. Donc, bien sûr que les utilisateurs sont administrateurs de leur poste parce que c'est pénible quand on veut installer un truc de ne pas pouvoir le faire. On est en 2023 quand même. Et que donc là, c'est un bureauticien qui m'a dit ça, qui accompagnait un cabinet d'avocats pour me dire bah, évidemment que les avocats qui maîtrisent totalement l'informatique sont administrateurs de leur poste parce que sinon, nous, on doit passer plus de temps à faire le travail qu'ils nous demandent. Qui n'a pas de téléphone mobile dans la salle? Voilà, donc pour Internet, tout le monde a un téléphone mobile. Alors, qui n'a pas de smartphone dans la salle? Non, même les plus anciens ont un smartphone. Donc, en entreprise, il n'y a pas de gestion de flotte mobile. Mais par contre, toutes les entreprises, je peux parler de Cyberzen, hein, tout le monde utilise un smartphone et la plupart des employeurs radins, comme je suis, demandent à leurs employés s'ils peuvent éventuellement utiliser leur smartphone pour travailler. C'est une question de coût, hein, de récurrent. Et puis acheter un Apple machin aux gens, ça coûte cher. Donc, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est que dès que vous avez ce genre de choses, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez avec dans les transports, dans les trucs, vous téléchargez vos mails, vous téléchargez les pièces jointes pour pouvoir répondre à un machin qui te demande sur Teams comment ça se passe, vous faites vos visios, etc. Bah, ça tombe bien parce que ça, vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Vous ne savez pas si, malgré toutes les protections qu'on a vues dans l'exposé de Vlad, c'est protégé ou pas. Et vous ne savez pas quelle saloperie on va pouvoir remonter. Bah, c'est fort dommage. Donc, effectivement, non, les téléphones pour nos collaborateurs, il s'avère que ce sont leurs téléphones, mais ils sont bien d'accord pour les utiliser. C'est pratique, ça nous coûte moins cher, hein. Et puis, on est bien d'accord. Le moins cher, c'est une pratique de sécurité. Ça coûte moins cher parce que du coup, l'entreprise n'a pas à acheter, n'a pas à payer les abonnements et n'a pas à les sécuriser. L'obsolescence du parc. Alors, il y a deux choses sur l'obsolescence. Il y a l'obsolescence matérielle, vous allez me dire que ça, vous voyez, et il y a l'obsolescence logicielle. Qui gère parfaitement l'obsolescence logicielle de son parc aujourd'hui dans la salle? Alors, il y a une personne qui vend une gestion de contre l'obsolescence logicielle et une autre personne. Euh, Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Winget sur Windows. Vous passez ça en ligne de commande, Winget Update, et là, ça va, à votre grand désarroi, ça va vous sortir tout ce qui n'est pas à jour sur votre poste et ça va pousser la mise à jour. Donc là, vous en avez pour un petit moment. Euh, et quand c'est des trucs vraiment pas signés ou exotiques, il essaye, il vous dit non, j'y arrive pas, donc là, il faut le faire à la main. Mais même qui passe par là, donc c'est quand même plutôt une réussite.
Aujourd'hui, ce qui est bien géré, globalement bien géré, on va dire, c'est les mises à jour des logiciels Windows. C'est Microsoft qui le fait, donc c'est poussé automatiquement quand c'est fait. C'est Chrome, Firefox, parce qu'ils intègrent automatiquement des trucs de mise à jour et parfois ils ne vous laissent pas le choix. Mais c'est tout. Donc, si vous avez de l'Adobe ou des trucs comme ça, l'utilisateur, il ne peut pas faire la mise à jour. Et ce n'est pas les admins qui vont la faire. Hein, quand tu as un parc de 400 postes, il ne va pas passer derrière chaque petit PC si tu n'as pas de gestion centralisée pour pousser tes mises à jour et savoir si tu es vraiment à la bonne version. Et en plus de ça, tu ne vas pas pouvoir mesurer les effets de bord, puisque ça se teste avant de faire une mise à jour, de savoir si la nouvelle version ne va pas t'amener des régressions fonctionnelles par rapport à ton travail. C'est un vrai métier. Hein. Moi, j'ai rencontré très peu de personnes qui savaient faire ça, tester la régression fonctionnelle. J'attends encore de voir des process totalement automatisés là-dessus. Alors ça, c'est vieux. Quand il a fallu éradiquer Windows XP de certaines filiales de grands groupes, le coût de licence supplémentaire pour l'année supplémentaire à payer à Microsoft, c'était 1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait des applis métiers qui étaient sur Internet Explorer 7 ou 8 qui ne passaient pas sur Chrome ou Firefox. Et du coup, la filiale a préféré sortir 1 million d'euros pour avoir les mises à jour. Et Microsoft leur a dit, pas de problème. Et l'année d'après, ce sera 5 millions. Les journaux sont-ils centralisés sur votre SI? Bon, bah, déjà, on ne sait pas ce que c'est des journaux. Alors, les centralisés, ma bonne dame. Je n'ai pas besoin de commenter. Hein, le SOC n'a rien vu. De toute façon, de mon avis, si vous avez vu un SOC opérationnel, je suis intéressé pour le visiter. Il y a beaucoup de logs, il y a beaucoup de choses qui remontent. Ça demande beaucoup d'intelligence artificielle, on va dire, en premier niveau pour virer toutes les scories, pour avoir un travail pertinent. Donc, dernier SOC avec lequel j'ai travaillé m'a dit, vous avez droit à, alors, on va dire, 30 règles. On a dit, bon, d'accord. Et tant d'événements. Bon, d'accord. Je dis, mais comme vous êtes des professionnels, vous allez me dire quelles règles je choisis. Donc, ils ont choisi des règles, ils m'ont sorti des règles, très bien. Et il y avait 2 règles de l'OWASP. Je dis, bah, c'est très bien. Donc maintenant, vous m'expliquez pourquoi il n'y a pas les 15 autres. On m'a dit, mais déjà, c'est le top 10 de l'OWASP. Je dis, oui, oui, mais depuis 2003, en fait, on en est à 17 ou 19 règles. Donc là, vous en avez choisi 2 aléatoirement. Donc expliquez-moi pourquoi il n'y a pas les autres. Alors, comme je suis le seul à travailler et à dénoncer ce genre de choses, ça veut dire que ça n'arrive qu'à moi. Et je suis bien content que vous ayez tous des SOC compétents. Avez-vous, tu pourras être désagréable après, avez-vous un plan de test de sauvegarde? Alors, je pense que d'expérience, si vous avez les cheveux blancs ou plus de cheveux, vous savez que si vous ne testez pas les sauvegardes ne servent à rien. Hein, le résultat est non. Et donc, cas réel, nous, on est dans la tech, on est super fort, c'est notre business, au quotidien, on fait des vlogs, des podcasts, des machins, des trucs, d'accord? Et donc, vous sauvegardez vos données? Oui, 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 on sauvegarde nos données. Elles sont où vos données? Sur le NAS. OK, vos sauvegardes, elles sont où? Sur le NAS. D'accord. Ah ouais, bah, ça va bien se passer. L'analyse de risque, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, le bon sens, parfois, ça pique. Donc, l'analyse de risque, ben, forcément. Hein. Alors là, je ne parle même pas d'IBIOS-RM. Hein. Je parle d'un truc, coup de mouillé, quoi. Hein. C'est bonjour, ça prend feu, vous faites quoi? Mais ça ne va pas prendre feu. On a une assurance, de toute façon. D'accord. Bonjour, machin, là, il dort plus la nuit, ça fait 4 mois. S'il s'en va, que ça pète, il n'y a plus rien. Oui, c'est pas grave. Oui, d'accord. Très bien. Vous avez un plan d'audit annuel? Bien sûr, on fait des pentests. Hein. C'est très bien. C'est pour circonscrire quel risque? On n'a pas besoin de savoir. Ce qu'il faut, c'est faire un pentest. On ne nous avait pas dit qu'il y avait besoin de comprendre. Donc, les statistiques, c'est beau, ça permet de ramener l'église au centre du village, parce que vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me dire que ce n'est pas la réalité.
mais c'est factuel, c'est-à-dire que c'est sorti d'une base réelle de clients que nous accompagnons, pas d'ailleurs, ou plus. C'est bien que le niveau ait augmenté, et ça a été rendu possible grâce au système d'exploitation, aux distributions, aux grandes sociétés, en gros. Alors pas pour Linux, mais Linux et les distributions, qui ont mis par défaut un certain nombre de contraintes de sécurité. Alors trust, pas trust, parce que quand Microsoft fout son antivirus, c'est un trust, on peut se poser la question. Et ça, c'est du géopolitique, c'est pas de la sécurité. Pour la sécurité, c'est bien que Microsoft ait mis un antivirus, et c'est bien qu'il continue de l'améliorer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'au moins, Microsoft connaît à peu près son système d'exploitation, contrairement aux gens qui développent des antivirus en surcouche par ailleurs. Pareil pour le pare-feu, il n'y avait pas de pare-feu autrefois, donc c'est bien d'en avoir. Et là, je parle pour Linux, c'est encore mieux quand c'est activé. Parce que par défaut, sur Linux, un pare-feu, c'est activé, mais ça laisse tout passer. Pensez à mettre des règles. Les logs aussi, l'univers Windows, on dit souvent, moi je suis admin Linux, on dit souvent Linux c'est génial, il y a des logs. L'univers Windows avec les logs, mais il n'y a que ça. Bon, c'est imbitable, il faut bac plus 33 pour comprendre, etc. Mais c'est super riche. Collectez les logs, ramenez-les. Et tout ça, c'est possible grâce à ces acteurs-là. Donc, on a vraiment monté en sécurité grâce aux acteurs qui vendent ces solutions par défaut. Et je ne parle pas du monde de la cyber, je parle des gens qui font des produits qui sont utiles, systèmes d'exploitation, etc. Le niveau moyen de ce que j'appelle le bureauticien est en dessous. C'est comme la blague avec le pigeon, savoir quelle patte est la plus longue. Une DSI ou un DSI externalisé est un bureauticien. Ne vous faites pas avoir. Si des mesures d'hygiène sont en place, le niveau moyen du pentester va devoir s'améliorer et on ne peut que s'en réjouir. Je suis forcément plus sympa après avoir bu un coup. Merci.